Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un de proche n'est pas ce qu'il semble être? Ou vous êtes-vous déjà senti épuisé après une conversation? Dans cette vidéo, nous allons révéler 11 signes clairs qu'il y a une personne mal intentionnée près de vous. Ces personnes peuvent entrer dans nos vies de manière subtile, en aspirant notre énergie et en créant un environnement de tension et de négativité. Identifier ces personnes est essentiel pour protéger notre paix et construire des relations saines. La sagesse stoïcienne nous enseigne à observer les actions des autres pour comprendre leur caractère. En prêtant attention aux attitudes et comportements, nous pouvons percevoir la véritable nature des personnes qui nous entourent. Dans le stoïcisme, nous apprenons à gérer ces situations avec sagesse et discernement. Reconnaître les signes d'une personne mal intentionnée est crucial pour protéger notre espace émotionnel et garantir que nous ne soyons pas manipulés ou blessés. Vous êtes-vous déjà demandé combien de fois vous avez permis à quelqu'un de vous affecter sans vous en rendre compte? Identifier ces signes peut transformer votre vie en vous aidant à créer des limites saines. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces 11 signes pour que vous puissiez mieux comprendre vous-même et les autres. Chacun d'eux sera comme une lanterne, éclairant des choses que vous n'avez peut-être pas remarquées. Reconnaître ces attitudes renforcera votre capacité à vivre avec sagesse, de manière plus légère et consciente. Alors, commençons. Signe 1. Veut un contrôle absolu sur votre vie. Les personnes malveillantes sont extrêmement contrôlantes. Elles se sentent mal à l'aise et impuissantes si elles ne parviennent pas à contrôler tous les aspects de leur vie et de la vie des personnes qui les entourent. Elles feront tout leur possible pour s'assurer que les choses se passent selon leurs désirs et abuseront de leur pouvoir dès qu'elles ne rencontreront aucune résistance. Pensez à ce patron qui insiste pour vérifier chaque petit détail de votre travail, non pas pour aider, mais parce qu'il a besoin d'avoir un contrôle total. Ou cet ami qui décide toujours où vous allez ou ce que vous faites, sans tenir compte de votre avis ou des goûts des autres. Beaucoup de personnes agissent ainsi par insécurité ou par désir de pouvoir, croyant que contrôler les autres prouve leur valeur. Comme s'ils pensaient « je suis meilleur que les autres, ils font ce que je dis ». Le problème, c'est que ce type de comportement étouffe et peut être extrêmement préjudiciable au bien-être émotionnel des personnes autour. Marc Aurèle nous enseigne que « vous avez pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » Quand quelqu'un essaie de contrôler votre vie, il manque de respect à votre autonomie et à votre liberté. Le stoïcisme nous invite à reconnaître notre propre capacité de choix et à établir des limites claires contre ces invasions. Certaines personnes sont malveillantes et continueront d'agir ainsi. Il vous appartient de décider si vous acceptez ce type de relation dans votre vie ou non. Nous ne pouvons pas changer le comportement ou le caractère de quelqu'un, mais nous pouvons décider si cela fera partie de notre quotidien. Ces personnes peuvent également manipuler les situations pour garder le contrôle, en créant des règles strictes ou en utilisant le chantage émotionnel. Un exemple classique, c'est un partenaire ou une partenaire qui surveille où vous êtes et avec qui, non par souci, mais pour le pouvoir de dominer votre vie. Ce besoin de contrôle n'est pas seulement agaçant, il peut être dangereux et peu à peu détruire votre identité. Lorsque vous devez céder tout le temps aux volontés d'une autre personne, que ce soit un ami, un patron ou quelqu'un de plus proche, vous finissez par oublier d'être vous-même. Pour les stoïciens, la seule chose qui nous appartient entièrement, c'est notre droit de penser et de décider rationnellement comment nous agissons et réagissons à ce qui nous arrive. C'est pourquoi, si vous reconnaissez certains de ces signes de contrôle, commencez à établir des limites claires et à réaffirmer votre propre autonomie. C'est un processus difficile, mais nécessaire pour votre croissance personnelle et votre bien-être émotionnel. À la fin, la lutte pour le contrôle de votre vie en vaut la peine, car c'est la clé pour une existence plus libre et satisfaisante. Ne permettez pas que le comportement dominateur des autres vous enlève votre paix et votre pouvoir personnel. Comprenez que votre valeur ne dépend pas de l'acceptation des autres, mais de vivre selon vos propres principes en cultivant la sagesse et la vertu. Avant de continuer, je vous demande de partager cette vidéo avec ceux que vous pensez avoir besoin d'apprendre cela. Signe 2. Plaisir dans la douleur des autres. L'un des signes les plus évidents d'une personne mal intentionnée
et son plaisir à voir les autres souffrir. Les personnes mauvaises ressentent de la satisfaction en voyant la douleur d'autrui, montrant une totale absence d'empathie. Si vous connaissez quelqu'un qui se réjouit des difficultés des autres, en faisant des blagues ou en souriant devant la souffrance d'autrui, c'est un indicateur clair que vous avez affaire à une personne mauvaise. Imaginez un ami qui, sachant qu'un de vos problèmes personnels, fait une blague au lieu de vous offrir son soutien. Ou un collègue de travail qui rit de vos difficultés au lieu de vous aider lorsque vous êtes débordé. Ces attitudes ne sont pas seulement insensibles, mais révèlent un caractère cruel. Des personnes ainsi peuvent même causer des situations néfastes pour les autres délibérément. Elles s'amusent à répandre des rumeurs ou à créer des conflits inutiles, juste pour avoir le plaisir de voir quelqu'un souffrir. Ce type de comportement ne détruit pas seulement l'harmonie dans n'importe quel environnement, mais il draine également l'énergie émotionnelle de tous ceux qui sont autour. Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre interprétation d'elles. Reconnaître le comportement toxique des autres est la première étape pour se protéger émotionnellement. En comprenant que la méchanceté des autres ne doit pas définir nos réactions, nous pouvons choisir de ne pas nous laisser ébranler et de maintenir notre paix intérieure. Changer d'attitude et se protéger contre les personnes malveillantes nécessite du courage et de la connaissance de soi. Réfléchissez à vos relations et identifiez celles qui apportent réellement de la valeur à votre vie. S'éloigner de ceux qui vous font du mal n'est pas de l'égoïsme, mais une façon de vous protéger et de prendre soin de vous-même. Entourez-vous de personnes qui vous respectent et vous soutiennent. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, a écrit « Choisissez vos compagnons avec sagesse, car leurs influences façonneront votre caractère. » Valorisez vos propres besoins et sentiments, et ne permettez pas que la négativité des autres domine votre vie. N'acceptez pas d'être contaminé par votre environnement. La vie est trop courte pour être vécue à l'ombre de la méchanceté d'autrui. Priorisez votre bien-être, entourez-vous de bonnes personnes et construisez des relations basées sur le respect et l'empathie. Et cela vaut également virtuellement. Vous pouvez commencer par vous entourer de contenus qui vous aident à repenser et à grandir chaque jour. C'est pourquoi il est important de laisser votre like et de vous abonner à notre chaîne et de devenir l'un de ceux qui cheminent vers la meilleure version de vous-même. Signe 3. Ils n'assument jamais leurs responsabilités. Vous avez déjà remarqué que certaines personnes ne se responsabilisent jamais pour quoi que ce soit? Elles ont toujours une justification ou un coupable lorsque quelque chose tourne mal. Certaines personnes mal intentionnées adorent se faire passer pour des victimes et ne reconnaissent jamais leurs propres erreurs, vous faisant sentir coupable ou vous obligeant à vous excuser à leur place. Épictète disait « Il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il pense déjà savoir. » Le refus d'admettre les erreurs empêche la croissance et l'apprentissage. Imaginez que vous êtes impliqué dans un projet important au travail et un collègue commet une erreur. Mais au lieu d'admettre sa faute, il reste silencieux. Quand le problème éclate, il est le premier à pointer du doigt vers vous ou une autre personne de l'équipe, disant que c'est la faute de tout le monde, sauf la sienne. Cela crée un environnement de travail toxique et vous fait vous sentir perdu, assumant la responsabilité d'un problème qui aurait pu être corrigé bien plus tôt. Marc Aurèle nous rappelle « La qualité de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. » Si nous permettons à ces influences négatives de contaminer notre esprit, nous en souffrons les conséquences. Un autre exemple est un ami ou un parent qui a toujours des ennuis et, au lieu d'accepter que ses choix l'ont conduit à ces situations, il blâme les autres. S'il est renvoyé de son travail, c'est toujours la faute du patron ou des collègues qui ne savent pas travailler correctement comme lui. S'il arrive en retard à un rendez-vous, c'est la faute du trafic ou de quelqu'un qui l'a retardé. Si quelque chose va mal dans sa vie, il ne regarde jamais ses propres actions, mais trouve toujours un moyen de blâmer les autres, Dieu ou la vie, sans jamais penser à revoir ses attitudes. Cela nous rappelle l'importance de bien choisir nos compagnies. Comme le disait Sénèque, la vie est comme une pièce de théâtre. Ce qui importe, ce n'est pas sa durée, mais la qualité de la performance. Ces personnes sont des spécialistes pour vous faire sentir coupable de leurs erreurs. Elles manipulent les situations de telle manière que vous finissez par vous excuser pour quelque chose qui n'est même pas de votre responsabilité. Comme un patron, par exemple, qui, pendant un moment de colère, crie après vous. Ensuite,
Vous vous sentez obligé de vous excuser pour lui avoir parlé à ce moment-là, même si vous n'avez rien fait de mal. C'est émotionnellement épuisant et vous enferme dans un cycle de culpabilité et de manipulation, minant votre estime de soi avec le temps. Par conséquent, commencez à prêter attention aux attitudes de ceux qui vous entourent. Si quelqu'un refuse constamment d'assumer la responsabilité et essaie de rejeter la faute sur vous ou sur les autres, c'est un signe clair d'alerte. Ne laissez pas ces personnes affecter votre paix intérieure et votre confiance. Cela ne signifie pas couper les ponts du jour au lendemain, mais apprendre à s'affirmer, à établir des limites claires et fermes pour ne pas vous retrouver piégé dans un jeu émotionnel épuisant. Si vous êtes déjà tombé dans ce piège, de vous sentir coupable du manque de responsabilité des autres, racontez votre histoire dans les commentaires et n'oubliez pas, à partir de maintenant, évitez ces jeux émotionnels. Signe 4. Ils ne ressentent aucun remords pour leurs actions. Tous les hommes commettent des erreurs, mais seuls les grands hommes reconnaissent qu'ils ont erré. Cette citation de Socrate nous rappelle que la reconnaissance de l'erreur est une marque de grandeur et d'humilité. Mais contrairement à cette grandeur, les personnes mauvaises ne ressentent jamais de remords pour leurs actions. Cette absence de repentir n'est pas seulement une faille morale, mais aussi un signe clair d'un caractère problématique. Imaginez un arbre fruitier dans un jardin. Si ses racines sont malades, même si l'arbre semble fort, ses fruits seront amers et ne pousseront pas correctement. De la même manière, une personne qui ne ressent jamais de remords peut sembler fiable et charismatique en surface, mais ses actions et décisions reflètent une profonde corruption interne. Ceci est un exemple qui nous aide à comprendre la gravité de côtoyer une telle personne. Un exercice simple, pensez à 3 situations récentes où quelqu'un a causé du tort ou du malaise, et si cette personne a reconnu l'impact de ses actions. A-t-elle ressenti des remords ou essayé de corriger son erreur? La réponse à ces questions peut révéler beaucoup sur son caractère, et la façon dont vous décidez de réagir en dit beaucoup sur le vôtre. Chacune de ces situations cause un stress significatif et une usure émotionnelle qui, accumulées, peuvent entraîner des problèmes de santé mentale et physique. Le coût de permettre une telle influence dans votre vie est incommensurable. Confucius disait « L'homme supérieur est modeste dans son discours, mais excelle dans ses actions. » Et il avait raison. L'absence de remords révèle un caractère inférieur, incapable de grandir et de s'améliorer. En reconnaissant et en éloignant ces influences négatives, vous ouvrez la voie à des relations plus saines et significatives, basées sur le respect mutuel et la croissance personnelle. Signe 5. Ils ont l'habitude de mentir. Les personnes mal intentionnées mentent souvent pour en tirer profit ou manipuler les autres. Qui n'a jamais travaillé avec un collègue qui inventait des histoires sur ses réussites professionnelles, allant même jusqu'à fabriquer des faits pour paraître meilleur que les autres? Ou un ami qui dit qu'il était malade et ne pouvait pas venir à votre événement, mais vous découvrez qu'il s'amusait ailleurs. Ces mensonges peuvent sembler petits et inoffensifs au début, mais avec le temps, ils érodent la confiance et nuisent aux relations. Si quelqu'un ment de manière répétée, même sur des choses simples, c'est un signe clair que cette personne ne vous respecte pas et est prête à sacrifier votre confiance pour gagner quelque chose. Marc Aurèle nous rappelle « L'âme qui porte un désir de vérité ne tolère pas la fausseté ». Identifier et confronter ces mensonges est essentiel pour maintenir des relations saines. L'honnêteté est la base de toute relation solide. Les personnes qui mentent tout le temps ne peuvent pas offrir cette base. Si vous constatez que quelqu'un autour de vous a l'habitude de mentir, évaluez l'impact de cette personne dans votre vie. Réfléchissez à ce qui compte vraiment et si cette relation mérite votre investissement. Signe 6. Sensation étrange en présence de quelqu'un. Imaginez entrer dans une salle remplie de personnes que vous connaissez, toutes souriantes et en train de converser. Soudain, quelqu'un entre et, sans raison apparente, un frisson parcourt votre colonne vertébrale. Cette sensation inconfortable est un signe qu'il ne faut pas ignorer. Notre instinct perçoit souvent les menaces avant que notre esprit conscient ne les enregistre. Pensez à un moment où vous avez ressenti cette étrangeté près de quelqu'un. Cela a peut-être été avec un collègue de travail, un ami ou même un membre de la famille. Cette sensation est une alerte interne. À ce moment-là, il est important de faire une pause et d'évaluer. Y a-t-il quelque chose que cette personne fait ou dit qui provoque cette réaction chez vous?
Essayez d'identifier et d'écrire ces moments pour mieux comprendre leur origine. Souvent, nous jugeons les autres uniquement par leurs actions visibles, en ignorant les signes subtils qui révèlent leurs intentions. Il est essentiel d'être attentif à ces signes, surtout parce qu'ils peuvent indiquer la présence d'une personne malveillante. Demandez-vous pourquoi vous maintenez ou permettez dans votre vie des personnes qui peuvent vous nuire. Parfois, la réponse réside dans la peur du changement ou l'espoir qu'elle change. Cependant, cela arrive rarement sans un effort conscient. Rappelez-vous toujours, le caractère d'une personne se révèle dans les moments de faible visibilité, c'est-à-dire parce que chacun fait lorsque personne ne regarde. Faites attention à ces sensations étranges en présence de certaines personnes. Elles peuvent être votre instinct essayant de vous protéger des influences négatives. Valorisez vos perceptions et soyez prêts à agir pour maintenir votre paix et votre bien-être. Et, avant que vous n'oubliez, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Aidez-nous à apporter plus de vidéos comme celle-ci. Signe 7. Ne pas ignorer le passé. Si quelqu'un a causé des problèmes à d'autres auparavant, il est probable qu'il puisse faire de même avec vous. C'est un principe précieux, surtout quand il s'agit d'identifier des personnes qui peuvent apporter de la négativité ou de la malveillance dans nos vies. Imaginez que vous êtes dans un champ de mines, mais que vous avez une carte qui montre exactement où se trouvent les mines. Ignorer cette carte serait pour le moins imprudent. De la même manière, ignorer les comportements passés de quelqu'un peut être dangereux. Si une personne a un historique de causer des problèmes, ou dans les relations précédentes, par exemple, des épisodes d'infidélité et de manque de respect. Il est naturel de vouloir croire qu'avec vous ce sera différent, que vous pouvez être l'exception. Mais nous devons également comprendre qu'il est plus probable et possible qu'elle continue à faire la même chose avec vous. Un autre scénario courant, c'est quand vous commencez un nouvel emploi et que vos collègues vous avertissent rapidement à propos d'un superviseur problématique. Ils rapportent comment il défoule ses frustrations sur les subordonnés, crée un environnement de travail tendu et démotivant et n'assume jamais la responsabilité de ses erreurs. Ces récits ne sont pas des commérages, mais des avertissements basés sur des expériences réelles. Si plusieurs personnes avertissent à propos de la même personne, c'est un signe clair que vous devez être prudent. Le passé ne nous condamne pas à agir exactement de la même manière. Nous pouvons tous faire des erreurs et apprendre. Mais souvenez-vous, ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le répéter. Ne pas ignorer les signes évidents. Apprendre du passé est une manière de protéger votre paix et votre bien-être. Soyez attentifs à l'historique des personnes autour de vous et faites des choix conscients. Et si vous aimez ce contenu et que vous voulez en savoir plus sur la façon d'appliquer le stoïcisme dans la pratique, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Et si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires. Signe 8. Mépris et manipulation émotionnelle. Nous avons tous, à un moment donné, rencontré des personnes qui semblent absorber notre énergie et nous font nous sentir diminués. L'une des formes les plus insidieuses de manipulation émotionnelle est le mépris. Imaginez être marié à quelqu'un qui, presque tous les jours, critique votre apparence, pointant vos défauts physiques comme s'ils étaient impardonnables. Ils agissent de manière passive-agressive, disant des choses comme « Tu pourrais être plus beau » ou « Pourquoi ne t'habillais-tu pas mieux ?» Ces commentaires ne sont pas constructifs. Ils sont cruels et conçus pour miner votre confiance en vous. Un autre exemple est un ami qui se moque de vos intérêts et passions, minimisant vos réalisations et rêves, comme s'ils n'étaient pas dignes de respect. Ils peuvent rire de vos ambitions ou intérêts, vous faisant sentir comme un imbécile de poursuivre vos objectifs. Ce type de mépris non seulement blesse, mais vous fait également douter de vous-même et de vos capacités. C'est une tentative claire de contrôler vos émotions et d'affaiblir votre estime de soi, afin que vous dépendiez de cette personne pour validation et acceptation. Pensez à une fleur épanouie dans un jardin. Cette fleur, pleine de beauté, est constamment piétinée par quelqu'un qui prétend s'occuper du jardin, mais qui en réalité cherche à le détruire. C'est le scénario que beaucoup d'entre nous affrontent en traitant avec des manipulateurs émotionnels. Ils se déguisent en amis ou partenaires, mais leurs actions visent à miner notre confiance et à nous faire douter de notre propre perception. Sénèque, l'un des plus grands penseurs stoïciens, a affirmé « Parfois, même vivre est un acte de courage. C'est pourquoi
Ne permettez pas que les pensées négatives et le mépris des autres contaminent votre vision de vous-même. Reconnaissez la valeur intrinsèque que vous possédez et ne laissez pas les critiques destructrices façonner votre image de soi. Protégez-vous en vous éloignant de ceux qui essaient constamment de vous rabaisser. Entourez-vous de personnes qui vous valorisent et vous respectent pour ce que vous êtes. Dans le stoïcisme, nous cherchons à cultiver un environnement de croissance et de positivité. Si quelqu'un vous méprise constamment, c'est un signe clair que cette personne ne s'intéresse pas à votre bien-être émotionnel. Signe 9. L'envie. Les personnes qui ont besoin de prouver qu'elles sont meilleures que vous. L'envie est comme un poison qui contamine l'âme, obscurcissant la lumière qui brille en chacun de nous. Bien qu'elle soit l'une des émotions de base de l'être humain, selon la psychologue, cela ne la rend pas inoffensive. L'envie détruit les relations, ronge l'estime de soi et empêche notre croissance. Nous devons la reconnaître et la combattre pour vivre pleinement. La personne envieuse essaie toujours de diminuer votre bonheur, vous faisant croire que vos réussites sont insignifiantes ou que vos joies ne sont pas méritées. Cela ne fragilise pas seulement votre confiance, mais crée également de la méfiance et du ressentiment dans la relation. Identifier ces actions est crucial pour rompre ce cycle et protéger votre paix intérieure. La négativité des personnes envieuses reflète leurs propres insécurités et frustrations. Lorsqu'elles sont malheureuses, elles tentent de tirer les autres vers le même état émotionnel. Cette attitude n'est pas nécessairement intentionnelle. De nombreuses personnes agissent ainsi sans même s'en rendre compte, mais c'est un reflet de leur propre douleur et insatisfaction. Comprendre cela aide à développer de la compassion, mais aussi à établir des limites saines pour protéger votre bien-être émotionnel. Faire face à l'envie nécessite une approche pratique. D'abord, valorisez vos réalisations, indépendamment de l'opinion des autres. Reconnaître votre propre valeur renforce votre résilience contre les tentatives de démoralisation ou la dépendance à l'approbation des autres. De plus, s'entourer de personnes positives qui encouragent votre succès crée un environnement propice à la croissance et au bonheur. La gratitude est un outil puissant contre l'envie. Apprécier ce que l'on a et célébrer les réussites des autres réduit les sentiments négatifs. Pratiquer la gratitude nous fait nous concentrer sur le positif et nous ouvre à la joie et à l'abondance, transformant notre relation avec le monde et avec nous-mêmes. Rappelez-vous que nous avons tous le pouvoir de changer nos attitudes et nos vies. Et soyez certains que personne ne peut nous faire sentir inférieurs sans notre consentement. Reconnaître l'envie et prendre des mesures pour la combattre est une étape significative pour la croissance personnelle. Adopter une attitude positive et constructive améliore notre vie et inspire les autres à faire de même. La transformation commence en nous et se propage, créant un impact positif dans notre communauté et dans le monde. Signe 10. Maltraiter les animaux. Maltraiter des animaux est un signe clair de cruauté et peut indiquer des problèmes profonds dans le caractère de quelqu'un. Si vous connaissez quelqu'un qui agit de manière abusive ou négligente envers les animaux, envisagez de vous éloigner de cette personne. Imaginez un voisin qui aime démontrer son autorité et son pouvoir, en criant sur son chien ou en le frappant pour n'importe quelle raison. Ces actions non seulement causent de la souffrance à l'animal, mais montrent aussi un manque d'empathie et de contrôle émotionnel de la part de l'agresseur. Ce comportement abusif peut se répandre dans d'autres domaines de la vie de cette personne, montrant un schéma de cruauté et de manque de respect. Un autre exemple est celui de quelqu'un qui maintient ses animaux dans des conditions déplorables, sans soins adéquats en matière d'alimentation, d'hygiène ou de santé. Cette négligence montre un total manque de respect pour la vie et le bien-être des animaux. Ces actions ne doivent pas être ignorées, minimisées ou justifiées. Si vous suspectez que quelqu'un est cruel envers les animaux, envisagez de vous éloigner et, si possible, signalez ce comportement aux autorités compétentes pour protéger les animaux. Et réfléchissez, est-ce que cela vaut la peine de rester proche de quelqu'un qui démontre une telle insensibilité et cruauté? Comme l'a dit Mahatma Gandhi, la grandeur d'une nation peut être jugée à la façon dont elle traite ses animaux. Signe 11. Les personnes mauvaises profitent de votre bonne volonté. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes bénéficient toujours de votre bonté, vous laissant avec la sensation d'être utilisées? La vérité
est que votre bonne volonté, bien qu'elle soit une vertu admirable, peut devenir une faiblesse entre de mauvaises mains. Une étude publiée dans le Journal of Research in Personality a montré que les personnes ayant des niveaux élevés d'anxiété, d'empathie et de compassion ont tendance à rechercher la compagnie de personnes dominantes. Elles finissent par se soumettre aux demandes des autres, devenant des cibles faciles pour les vampires énergétiques. Les personnes mauvaises savent comment exploiter la générosité d'autrui à leur propre avantage, mais cela ne doit pas être votre destin. Vous pouvez protéger votre bonté sans perdre votre essence. La bonté est une qualité précieuse qui illumine le monde et fait une différence dans la vie des autres. Cependant, si elle n'est pas utilisée avec prudence, elle peut attirer des personnes qui ne cherchent qu'à en tirer avantage. Ces personnes manipulent vos émotions et utilisent votre désir d'aider contre vous. Reconnaître ce comportement est la première étape pour changer cette dynamique. Se protéger n'est pas de l'égoïsme, mais plutôt une forme d'auto-valorisation. Citant la Bible, en Matthieu 7,6, nous avons le verset « Ne jetez pas vos perles au pourceau ». Cela signifie que nous ne devons pas donner ce que nous avons de plus précieux à ceux qui ne reconnaissent pas sa valeur. Établir des limites est essentiel. Pensez à votre bonne volonté comme à un jardin. Sans clôture, n'importe qui peut entrer et piétiner ou arracher vos fleurs. Avec des limites, vous permettez l'entrée uniquement à ceux qui respectent et valorisent votre espace. Dire non ne diminue pas votre bonté, mais la rend plus précieuse. Apprendre à dire non est un soin nécessaire. En plus des limites, il est important de reconnaître les véritables intentions des gens. Observez leurs actions, pas seulement leurs paroles. Ceux qui apprécient vraiment votre bonté montrent réciprocité et respect. Les relations saines sont basées sur un échange mutuel, non sur l'exploitation. Protéger votre bonté vous rend plus sage, pas moins généreux. Réfléchissez à chaque fois où vous avez été exploité et utilisez ces expériences pour grandir. Chaque déception est une opportunité de renforcer votre résilience émotionnelle. Le stoïcisme peut vous aider en vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vos actions, et en laissant de côté ce que vous ne pouvez pas, les actions des autres. Rappelez-vous, la véritable bonté vient de la force. En protégeant votre bonté, vous la rendez plus pure et plus impactante. Votre capacité à faire le bien est plus grande lorsque vous êtes équilibré et conscient de vos limites. Vous avez déjà remarqué comment certaines choses semblent s'éloigner justement au moment où vous voulez le plus qu'elles arrivent. Plus vous y pensez, plus vous essayez de faire en sorte que ça fonctionne, plus cela devient difficile. Et cela fatigue, parce qu'à l'extérieur, cela ressemble à de l'effort, mais à l'intérieur, c'est de la tension. Quand vous vous attachez trop à un résultat, votre esprit passe en alerte. Vous commencez à vous contracter, à mesurer chaque pas, à douter de chaque décision, et sans vous en rendre compte, vous cessez d'agir naturellement. C'est là que tout change, parce qu'un excès de pression n'améliore pas la performance, il la déforme. Vous commencez à décider avec peur, vous réagissez plus que vous n'agissez, et vous commencez à vous éloigner exactement de ce que vous voulez. Le stoïcisme apporte un point simple, mais difficile à appliquer. Faites de votre mieux, sans dépendre du résultat pour vous sentir bien. Parce que quand vous lâchez ce besoin urgent, quelque chose se réorganise. L'esprit devient plus clair, les décisions deviennent plus précises et vous recommencez à agir avec confiance. Et c'est dans cet état que les choses commencent à mieux s'aligner. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi, quand vous cessez de forcer, la vie répond mieux. Non pas par chance, mais parce que vous commencez à jouer différemment. Leçon 1. Le blocage invisible. Il existe un point où le contrôle cesse d'être de l'intelligence et commence à devenir de l'interférence. Au début, contrôler semble sensé. Vous voulez éviter l'erreur, vous voulez garantir le résultat. Vous voulez prévoir ce qui peut dérailler. Cela ressemble à de la responsabilité. Cela ressemble à de la maturité. Mais, sans vous en rendre compte, cela change de nature. Vous cessez d'agir pour commencer à surveiller. Vous cessez de vivre pour commencer à anticiper. Vous cessez de faire confiance pour essayer de garantir. Et c'est à ce moment-là que quelque chose se bloque, parce que la vie ne répond pas bien à la rigidité, elle répond au mouvement. Pensez à quelque chose de simple. Essayez de fermer la main très fort et de retenir de l'eau. Plus vous serrez, moins l'eau reste, elle glisse entre les doigts, disparaît, se perd. Maintenant ouvrez la main, l'eau ne fuit pas, elle repose.
La vie fonctionne de la même manière. Les relations étouffées par le contrôle perdent leur naturel. Les décisions mises sous pression par le besoin de certitude perdent leur clarté. Les opportunités forcées avant l'heure ne tiennent pas. Et le plus difficile à percevoir, c'est cela. Ce n'est pas le manque d'effort qui vous paralyse, c'est l'excès de contrôle sur ce qui ne dépend pas seulement de vous. Vous essayez de contrôler ce que l'autre va ressentir. Vous essayez de contrôler le rythme des choses. Vous essayez de contrôler toutes les variables avant d'agir. Et, pendant que vous faites cela, vous perdez justement ce dont vous avez le plus besoin pour avancer. Présence, clarté et direction. Marc Aurèle a écrit « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements ». Et cette phrase ne parle pas d'abandonner, elle parle d'arrêter de gaspiller de l'énergie. Parce que chaque fois que vous essayez de contrôler ce qui est hors de votre portée, vous affaiblissez votre action là où elle compte vraiment. Trop contrôler ne vous protège pas, cela vous occupe. C'est comme essayer de pousser une porte qui s'ouvre dans l'autre sens. Plus vous forcez, plus elle résiste et non parce qu'elle est verrouillée, mais parce que vous insistez dans la mauvaise direction. Le basculement arrive quand vous comprenez cela avec honnêteté. Il y a des choses qui exigent de l'action, et il y a des choses qui exigent de l'espace. Tout ne se résout pas avec plus d'efforts. Certaines choses se résolvent quand vous cessez d'interférer. Et ce n'est pas de la passivité, c'est de la précision. C'est agir avec fermeté sur ce qui dépend de vous et cesser d'envahir ce qui ne dépend pas de vous. Votre esprit ne ralentit que lorsque vous acceptez cette limite. Vos décisions ne deviennent plus légères que lorsque le contrôle laisse de la place à la confiance. Votre énergie ne retrouve une direction que lorsque vous cessez de la disperser. C'est ainsi que tout commence à mieux circuler. La vie ne s'ouvre à vous que lorsque vous êtes prêt à recevoir. Carl Jung disait « Ce à quoi vous résistez persiste ». Et peut-être que ce qui se répète dans votre vie n'est pas un manque de chance, mais un excès de résistance. Alors observez calmement. Qu'est-ce que vous essayez de contrôler en ce moment, qui ne fonctionne pas? Et plus important encore, qu'est-ce qui pourrait commencer à bouger si vous lâchiez un peu? Pas tout d'un coup, juste assez pour permettre le mouvement. Parce que, au fond, le contrôle excessif ne vous rapproche pas de ce que vous voulez. Il ne fait que retarder ce qui pourrait déjà être en train d'arriver. Et parfois, le prochain pas n'est pas de serrer davantage, c'est d'arrêter d'envahir le processus. Leçon 2. Abandonner la tension. Beaucoup de gens confondent tension et engagement. Ils croient que s'ils se détendent, ils vont perdre le contrôle, ils vont se relâcher, ils vont échouer. Mais ce qui se passe en pratique, c'est l'inverse. La tension n'est pas la concentration, c'est la contraction. Et un esprit contracté ne voit pas mieux, il voit moins. Plus il est sous pression, plus sa vision se rétrécit, plus il est rigide, moins il est créatif, plus il est pressé, plus il prend de mauvaises décisions. Épictète disait « Ce n'est pas le poids des choses qui nous fatigue, c'est la manière dont nous les portons. » Vous êtes peut-être en train de porter votre vie avec les épaules contractées, les dents serrées, l'esprit toujours tourné vers le pire scénario. Et cela, ce n'est pas de la force, c'est de l'usure accumulée. Imaginez quelqu'un qui conduit avec tout le corps crispé, en tenant le volant avec une force excessive, tendu à chaque virage, à chaque bruit. Cette personne ne conduit pas mieux, elle se fatigue plus vite. Maintenant, pensez à cela pendant un long trajet, de 3, 4, 5 heures. Au début, on dirait même que cette tension aide, comme si c'était un signe d'attention, de contrôle, de responsabilité. Mais avec le temps, le corps commence à peser, les épaules se raidissent, l'esprit se sature, le moindre imprévu semble plus grand qu'il ne l'est réellement. Ce qui était de l'attention devient de l'épuisement, et ce qui devait être une direction consciente devient une usure continue. Cette personne n'arrive pas plus vite, elle n'évite pas plus d'erreurs, elle n'a pas plus de contrôle. Elle arrive seulement plus fatiguée, et le plus curieux, c'est que le chemin reste le même. Les virages sont là, les panneaux sont là, la circulation continue de la même manière. Ce qui change, c'est seulement la manière dont elle traverse tout cela. Maintenant, regardez votre vie avec honnêteté. Combien de fois avez-vous affronté une situation simple, comme si c'était une menace énorme? Combien de fois votre corps a-t-il déjà réagi avant même que vous compreniez ce qui se passait? Cœur accéléré, respiration courte, esprit en train d'anticiper des problèmes qui n'existent même pas encore. Et au final, ce n'est pas le problème qui vous a épuisé, c'est l'état dans lequel vous êtes entré
pour y faire face. Se détendre, ce n'est pas lâcher le volant. C'est arrêter de le serrer comme si chaque virage était un danger. C'est rester présent, attentif, mais sans transformer chaque moment en lutte. Quand vous vous détendez, votre attention s'améliore, votre perception s'élargit, et le chemin commence à devenir plus clair. Non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que vous avez enfin cessé de la traverser dans un état de défense constante. Et c'est peut-être cela que vous devez comprendre maintenant, avec clarté. Ce n'est pas seulement ce que vous vivez qui vous fatigue, c'est l'état dans lequel vous restez pendant que vous le vivez. Tant que vous continuerez à vivre avec le corps en alerte et l'esprit dans l'anticipation, tout paraîtra plus difficile que cela ne l'est réellement. Mais quand vous abandonnez la tension, quelque chose change immédiatement, non pas à l'extérieur, à l'intérieur. Vous recommencez à voir, vous recommencez à mieux décider, vous recommencez à respirer sans vous presser, parce que le calme ne vous éloigne pas de la réalité, il vous permet de la gérer de la bonne manière. Et comme le disait Eckhart Tolle, la principale cause du malheur n'est jamais la situation, mais vos pensées à son sujet. Peut-être que ce n'est pas le chemin qui doit changer maintenant. Peut-être que c'est seulement la manière dont vous êtes en train de marcher. Leçon 3. La précipitation brise le processus. Tout ce qui compte vraiment dans la vie a un rythme qui n'accepte aucun raccourci. La confiance, le lien, la maturité, la clarté, la reconstruction. Rien de tout cela ne mûrit dans l'impulsion, rien de tout cela ne fleurit dans l'urgence. Mais l'esprit pressé veut tout de suite. Il veut une réponse immédiate, il veut une garantie avant le pas, il veut une conclusion avant de traverser le processus. Et c'est là que le temps cesse d'être un allié et devient un motif d'angoisse. C'est comme tirer une porte qui s'ouvre en poussant. Plus vous forcez, plus elle résiste. La précipitation produit cet effet. Elle ne rapproche pas ce qui est important. Elle crée de la friction avec le rythme naturel des choses. Pensez au nombre de fois où vous avez voulu régler une conversation importante trop vite, sans laisser à l'autre le temps de digérer. Au nombre de fois où vous avez voulu des résultats immédiats pour quelque chose qui en était encore au début. Combien de fois avez-vous essayé de forcer la clarté à un moment où vous étiez encore confus? Et au final, accélérer n'a servi à rien. Cela n'a fait qu'augmenter la frustration. Parce qu'il existe une différence entre agir au bon moment et essayer d'arracher une réponse au temps. Agir construit, se précipiter écrase. William James disait « L'art d'être sage, c'est l'art de savoir ce qu'il faut ignorer. » Et peut-être qu'une des choses que vous devez ignorer, c'est cette urgence intérieure qui vous pousse vers des décisions avant qu'elles ne soient prêtes. Pensez à quelque chose de simple. Vous plantez quelque chose aujourd'hui et vous revenez demain en attendant un résultat. Vous regardez de nouveau le jour suivant, puis encore après, et vous commencez à remuer la terre, à ajuster, à douter, à intervenir. Mais la croissance ne se produit pas dans votre anxiété de voir, elle se produit dans le temps silencieux où la racine se forme. Et plus vous touchez à ce qui est encore en train de s'organiser, plus vous gênez. La vie suit cette même logique. Il y a des décisions qui ont besoin de temps pour mûrir, des relations qui ont besoin d'espace pour se renforcer, des phases qui ont besoin d'être traversées et non accélérées. Et quand vous essayez de sauter des étapes, vous n'arrivez pas plus vite. Vous arrivez mal préparé. Marc Aurèle a écrit « Hâte-toi lentement », non pas parce que le temps résout tout, mais parce qu'un excès de précipitation finit souvent par abîmer ce qui était déjà en train de se former. Le basculement commence quand vous comprenez que tout ne s'améliore pas parce que cela a été accéléré. Certaines choses répondent à la constance, d'autres à la patience et beaucoup à la capacité de soutenir le processus sans vouloir raccourcir le chemin. Quand vous vous détendez, vous n'abandonnez pas le mouvement. Vous ajustez le rythme, vous continuez à faire ce qui doit être fait, mais sans l'anxiété de vouloir récolter avant même d'avoir bien planté. Vous avancez, mais sans exiger de la vie une réponse qu'elle n'a pas encore fini de construire. Et c'est dans cet ajustement que quelque chose commence à s'aligner. Vous vous trompez moins, vous décidez mieux, vous tenez davantage. Parce que vous avez cessé de courir contre le temps et que vous avez commencé à marcher avec lui. Leçon 4. Le corps ne ment pas. La vie répond davantage à votre état intérieur qu'à vos intentions. Vous pouvez vouloir très fort quelque chose, mais si votre corps est en mode menace, tout se bloque.
Le corps ne comprend pas les objectifs, il comprend la sécurité ou le danger. Si vous vivez toujours accéléré, inquiet, en anticipant des pertes, le corps interprète cela ainsi. Ce n'est pas sûr de se détendre. Et quand il n'y a pas de sécurité intérieure, il n'y a pas d'espace pour recevoir. Sénèque disait « Rien n'est suffisant pour celui qui ne se sent jamais en paix ». Non pas parce que la vie ne donne pas, mais parce que la personne n'est jamais disponible pour accueillir. C'est comme essayer de se reposer en tenant une valise lourde sans lâcher le bras. Vous vous asseyez peut-être, mais vous ne vous détendez pas. Maintenant, pensez-y d'une manière encore plus simple. Imaginez quelqu'un qui essaie de dormir, mais le corps reste en alerte. L'esprit veut même se reposer, mais le moindre bruit dérange, la moindre pensée attire l'attention. La moindre sensation maintient le corps éveillé. Le repos ne vient pas, non pas par manque de volonté, mais par manque de sécurité. La vie fonctionne ainsi. Beaucoup de choses que vous voulez sont déjà proches, mais votre état intérieur ne vous permet pas de les percevoir, de leur faire confiance ou de les soutenir. Vous bougez, vous pensez, vous essayez, mais à l'intérieur, vous restez en alerte. Et un corps en alerte ne construit pas, il ne fait que réagir. Et c'est là que naît la sensation de blocage, que rien n'avance, que rien n'arrive, que rien ne se passe. Mais ce n'est pas la vie qui est bloquée. C'est votre système qui est encore trop occupé à essayer de se protéger. Quand il y a un excès de stimulation, le cerveau n'organise pas, il se brouille. Le vrai calme commence quand vous permettez au corps de baisser la garde. Une respiration plus profonde, une pensée moins urgente, des attentes moins rigides. Et c'est à ce moment-là que quelque chose change, de manière silencieuse mais réelle. Vous commencez à mieux percevoir, à décider avec plus de clarté, à voir des chemins qui semblaient invisibles auparavant. Non pas parce que le monde a soudain changé, mais parce que vous êtes enfin présent pour le voir. Et comme l'a dit Anaïs Nin, vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, vous les voyez telles que vous êtes. Et quand vous êtes en sécurité à l'intérieur, le monde cesse de sembler une menace constante et commence à devenir un espace où il est possible d'avancer. 5. La force de faire confiance. Faire confiance, ce n'est pas attendre les bras croisés, c'est agir sans désespoir. C'est faire ce qui doit être fait aujourd'hui, sans exiger que demain soit déjà réglé. Épictète enseignait « Fais ce qui dépend de toi et accepte le reste avec sérénité ». Et ce n'est pas une philosophie abstraite, c'est un principe d'exécution. Vous n'avez rien à prouver à la vie. Vous avez seulement besoin d'y être entier. Vous vivez chaque action comme un test, chaque tentative comme une épreuve, chaque pas comme un jugement. Pensez à quelqu'un qui commence un nouveau projet, un nouveau travail, un changement de vie. Si cette personne entre déjà en voulant tout réussir du premier coup, en voulant un résultat rapide, en voulant une validation immédiate, elle ne construit pas, elle se met sous pression. Maintenant, comparez avec quelqu'un qui entre sur le même chemin avec une autre posture. Il fait ce qui doit être fait aujourd'hui. Il ajuste en avançant, il apprend de l'erreur, il continue. Sans drame, sans précipitation, sans transformer chaque étape en jugement. Les deux font la même chose à l'extérieur. Mais à l'intérieur, l'un est en guerre, l'autre est en construction. Et cela change complètement la qualité de ce qui est fait. Parce que quand vous agissez pour prouver, vous forcez. Quand vous agissez pour construire, vous ajustez. Celui qui est prisonnier du résultat essaie d'accélérer tout. Celui qui est dans le processus améliore l'exécution. Et c'est ici que beaucoup se perdent, parce qu'ils pensent que faire confiance au processus est quelque chose de passif, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Faire confiance au processus, c'est ramener votre attention vers ce que vous contrôlez vraiment, la qualité de votre action maintenant. Vous ne contrôlez pas si cela va marcher aujourd'hui, mais vous contrôlez si vous le faites bien aujourd'hui. Et cela change la manière dont vous vous positionnez, parce que vous cessez de mesurer votre valeur au résultat immédiat et vous commencez à la mesurer au standard que vous maintenez. Au milieu de cela, un changement silencieux se produit. Quand vous cessez d'agir pour prouver et que vous commencez à agir par cohérence, votre énergie change. Vous cessez de chercher l'approbation en permanence. Vous cessez de vous tester à chaque pas. Vous cessez de dépendre d'un retour immédiat pour continuer. Et c'est là que les choses commencent à répondre autrement. Parce que la constance génère la confiance. Et la confiance ne se force pas. Elle se construit tout au long du processus.
Comme le disait déjà William James, la plus grande découverte de ma génération est qu'un être humain peut changer sa vie en changeant ses attitudes. Et l'attitude, ici, ce n'est pas la motivation, c'est la posture. Quand vous êtes entier dans ce que vous faites, sans anxiété de récolter avant l'heure, sans besoin de tout contrôler, vos choix deviennent plus fermes, vos limites plus claires, votre présence plus solide. Et cela change la manière dont les gens vous voient. Cela change les opportunités qui s'approchent. Cela change même la manière dont vous réagissez quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. Face à un problème, vous ne vous démontez pas, vous vous ajustez. Cela arrive quand on comprend enfin que faire confiance au processus ne veut pas dire croire que tout va bien se passer. Cela veut dire savoir que vous saurez faire face à ce qui viendra. Et cela enlève un poids énorme, parce que vous cessez de vivre en essayant de garantir le résultat et vous commencez à soutenir le chemin. Leçon 6. La loi du flux. Imaginez une rivière quand l'eau coule librement, tout suit son cours. Elle contourne les obstacles, trouve des chemins, continue d'avancer sans effort visible. Mais quand vous commencez à créer des barrières, peur, rigidité, besoin de contrôle, ce flux change. L'eau ne cesse pas d'exister, mais elle cesse de circuler, elle s'accumule, elle pousse, elle perd son mouvement, et ce qui était léger commence à devenir lourd. Tôt ou tard, cela a un prix, soit cela déborde de manière chaotique, soit cela assèche ce qui était vivant. Alan Watts disait « L'eau triomphe parce qu'elle ne résiste pas ». Pensez à la force de cette phrase, elle ne parle pas de faiblesse, mais d'intelligence. L'eau ne lutte pas contre la pierre, elle la contourne. Elle ne force pas le chemin, elle le trouve. Maintenant, regardez votre vie. Combien de fois avez-vous insisté sur quelque chose au mauvais moment, simplement parce que vous ne vouliez pas lâcher? Combien de fois avez-vous essayé de forcer une réponse, une décision, une situation, et plus vous forciez, plus tout semblait bloqué? Et ce n'était pas un manque de capacité, c'était un excès de rigidité. Parce que quand vous bloquez le flux à l'intérieur, tout à l'extérieur commence à sembler difficile. C'est comme essayer de courir avec le corps contracté. Vous bougez, oui, mais avec beaucoup plus d'efforts que nécessaire. Vous vous fatiguez plus vite, vous vous trompez davantage, vous perdez le rythme. La vie ne répond pas bien à une force constante, elle répond mieux à la bonne direction. Et la direction n'exige pas de tension, elle exige de la clarté. Se détendre, ce n'est pas abandonner le mouvement, c'est arrêter de lutter contre tout en même temps. C'est continuer à agir, mais sans charger chaque pas d'urgence, de peur et de besoin de contrôle. Quand vous faites cela, quelque chose change, presque imperceptiblement au début. Vous commencez à mieux répondre aux situations, vous commencez à voir des chemins là où avant vous ne voyiez que des blocages. Vous commencez à agir avec plus de précision et moins d'usure. Vous ne gagnez pas plus de force, vous cessez de gaspiller votre énergie à lutter contre votre propre chemin. Et quand vous cessez de bloquer le flux, beaucoup de choses commencent à se réorganiser. Les conversations circulent mieux, les décisions deviennent plus simples, les situations trouvent un chemin naturel vers leur résolution. Parce que la vie n'a pas besoin d'être poussée tout le temps. Bien souvent, elle a seulement besoin de ne pas être bloquée. C'est pourquoi, comprenez-le avec clarté. Le problème n'est pas que la vie n'avance pas. C'est que bien souvent, vous essayez de la conduire comme s'il s'agissait d'un combat. Et la vie n'est pas un combat en permanence. La vie est mouvement. Et ce mouvement ne naît pas de la force. Il se produit quand vous cessez de résister à chaque pas. Leçon 7. Le calme conscient. Nous savons que le calme permet de mieux résoudre nos problèmes que la précipitation et le désespoir. Mais malgré cela, l'appliquer quand on est en train de vivre le problème reste difficile. Parce que, en théorie, tout semble simple. Mais quand la situation se resserre, quand quelque chose tourne mal ou que l'imprévu arrive, le corps réagit avant la raison. La respiration se raccourcit, l'esprit s'accélère, et soudain, vous êtes déjà à l'intérieur du problème et non en train de l'observer. Et c'est ici que la plupart des gens se perdent, parce qu'il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés, mais d'apprendre à les affronter sans entrer en panique. Il existe une différence énorme entre résoudre quelque chose et réagir à quelque chose. Quand vous réagissez, vous essayez d'éteindre l'incendie avec n'importe quoi. Quand vous répondez, vous choisissez où agir et cet état d'esprit change tout. Quand quelque chose vous inquiète, avant d'agir, arrêtez-vous. Mais arrêtez-vous vraiment, pas seulement extérieurement.
Demandez-vous, qu'est-ce qui dépend réellement de moi maintenant? Qu'est-ce que j'essaie de contrôler qui n'est pas à ma portée? Cette pause semble simple, mais elle change complètement la manière dont vous percevez la situation. Parce que l'esprit, lorsqu'il n'est pas guidé, ne reste pas neutre, il glisse, va directement vers le pire scénario, crée des possibilités qui n'existent pas encore, transforme le doute en certitude négative. Et comme l'observait déjà William James, la plus grande arme contre le stress est notre capacité à choisir une pensée plutôt qu'une autre. Mais pour choisir, vous devez être présent. Et pour être présent, vous devez ralentir. Ramenez votre attention vers le concret, vers la prochaine étape possible, et non vers le scénario imaginé. Parce que quand vous vous perdez dans le « et si », vous ne résolvez rien, vous ne faites que multiplier les problèmes. Vous commencez à vivre des situations qui ne sont pas encore arrivées, vous anticipez des douleurs qui peut-être ne viendront jamais, et votre corps réagit comme si tout était déjà réel. Et alors, vous souffrez 2 fois, une fois dans l'esprit, une fois dans la réalité. Maintenant, pensez à des situations courantes de votre journée. Un message qui n'a pas été répondu, en quelques minutes, l'esprit crée déjà des histoires, du rejet, du jugement, des conclusions. Un problème au travail, avant de comprendre ce qui s'est passé, vous imaginez déjà perte, critique, échec. Une décision importante, vous n'évaluez pas ce que vous pouvez faire, vous essayez de prévoir tout ce qui peut mal tourner, et dans cet état, chaque choix devient un poids. Vous voulez un exemple réel. Une personne qui perd son emploi, si elle panique, elle agit dans le désespoir, accepte n'importe quoi, se dévalorise, prend des décisions sans direction. Mais quand elle respire, organise sa pensée et fait face à la réalité telle qu'elle est, quelque chose change. Elle met à jour son CV avec plus de soin, parle aux bonnes personnes, voit des chemins qui n'étaient pas visibles auparavant. Le problème continue d'exister. Mais maintenant, il y a quelqu'un capable de le gérer et c'est là le basculement. Avoir un esprit clair n'élimine pas la difficulté, mais change complètement la manière dont vous la traversez. C'est comme traverser une rue très fréquentée. Si vous courez sans regarder, le risque augmente. Mais si vous vous arrêtez, observez et traversez au bon moment, le chemin reste le même, mais la traversée change. La clarté n'accélère pas la vie, elle évite les erreurs inutiles. Et avec le temps, vous commencez à remarquer quelque chose d'important. Vous n'avez pas besoin de tout résoudre maintenant. Vous avez seulement besoin de ne pas aggraver ce qui est déjà en train de se passer. Et souvent, cela représente déjà un grand progrès. Avoir un esprit clair, c'est créer un espace intérieur pour répondre, au lieu de simplement réagir. C'est sortir de l'impulsion et revenir au choix, et c'est dans cet espace que vous récupérez quelque chose d'essentiel, la direction. Leçon 8. La stratégie du relâchement. Qu'est-ce qui change quand vous choisissez de vous détendre? Vous dormez mieux, vous décidez mieux, vous écoutez davantage et vous réagissez moins. Mais cela ne se produit pas de manière magique, cela arrive parce que vous cessez de vivre en état de défense. Pensez à une journée ordinaire, quand vous vous réveillez déjà accéléré, en regardant votre téléphone, en pensant à ce qui peut mal tourner, en essayant de tout résoudre avant même de commencer, la moindre chose devient lourde. Un message mal interprété devient un conflit, un retard devient de l'irritation, une décision simple devient un doute. Maintenant, comparez avec une journée où vous commencez plus calmement. Rien n'a changé à l'extérieur, les mêmes tâches, les mêmes personnes, les mêmes défis. Mais vous répondez différemment, et cela change complètement le résultat de votre journée. Parce que votre vie n'est pas faite seulement de ce qui vous arrive, elle est construite par la manière dont vous traversez ce qui arrive. Une abeille parcourt un chemin et trouve des fleurs, une mouche parcourt le même chemin et trouve des déchets. Le monde est le même, mais chacun voit ce pourquoi il est préparé. Comme le disait Wayne Dyer, quand vous changez la manière dont vous regardez les choses que vous regardez changent. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Quand vous vous détendez, vous n'abandonnez pas. Vous changez la base de vos décisions. Vous cessez d'agir sur la base de la peur et vous commencez à agir sur la base de la clarté. Vous cessez de courir après la vie et vous commencez à marcher avec elle. Et c'est à ce moment-là que quelque chose de curieux se produit. Beaucoup de choses que vous vouliez commencent à se rapprocher parce que votre énergie ne bloque plus le chemin jusqu'à vous. Les relations deviennent plus légères parce que vous cessez de faire pression.
Les décisions deviennent plus fermes parce que vous cessez de douter en permanence. Les opportunités apparaissent avec plus de netteté parce que vous n'êtes plus distrait par l'anxiété. Et peut-être que le plus grand changement est intérieur. Vous ne ressentez plus que vous êtes toujours en retard. Vous ne ressentez plus le besoin de prouver quelque chose en permanence. Vous ne vivez plus avec cette sensation constante qu'il manque quelque chose. Vous commencez à comprendre que vous pouvez déjà agir avec ce que vous avez, que vous pouvez déjà avancer à partir de là où vous êtes. Quand vous changez votre état, vous changez le monde autour de vous. Peut-être que ce qui vous retient encore n'est pas la difficulté, mais la peur de lâcher le contrôle que vous avez appris à maintenir. On apprend que la confiance ressemble à de la naïveté, que si vous ne tenez pas, quelque chose va vous échapper. Mais l'attachement qui semble aujourd'hui le plus sûr, avec le temps cesse d'être une protection et devient une forme de prison que vous ne remarquez même plus. Vous continuez à essayer de garantir, d'anticiper, de contrôler, mais au fond, vous évitez simplement de faire un pas qui exige quelque chose de différent, une présence sans défense. Et c'est pour cela que ce moment demande plus de courage qu'il n'y paraît. Non pas celui d'insister davantage, mais celui de faire suffisamment confiance pour que la vie fasse sa part et de faire vous-même le prochain pas. Et comme l'a dit Joseph Campbell, la caverne que vous craignez d'entrer contient le trésor que vous cherchez. Parce que, bien souvent, ce qui semble être une perte de contrôle n'est que le début d'un chemin plus authentique. Leçon 9. L'abondance entre quand vous apprenez à recevoir. Beaucoup de gens savent lutter mais ne savent pas recevoir. Ils savent courir après, insister, résoudre, s'adapter, mais quand quelque chose de bon s'approche, ils se bloquent. Recevoir de l'aide, recevoir des opportunités, recevoir de l'amour, recevoir de la reconnaissance. Tout cela semble simple, mais pour beaucoup c'est inconfortable, parce qu'au fond, il existe une association silencieuse. La valeur vient de l'effort, pas de la légèreté. Mais un esprit mature comprend. La vie arrive aussi dans le silence, dans la pause, dans le calme. Thich Nhat Hanh disait « Ce n'est que lorsque nous sommes détendus que la vie peut nous toucher ». Pensez-y de manière très concrète. Imaginez quelqu'un qui passe toute la journée les bras croisés, le corps fermé, la posture rigide. Même si quelqu'un s'approche, même si quelque chose est offert, il y a une barrière. Ce n'est pas que personne ne donne rien, c'est que la personne n'est pas dans un état de réception. Et cela apparaît de manière subtile au quotidien. Vous voulez de la reconnaissance, mais vous vous sentez mal à l'aise quand vous recevez un compliment. Vous voulez une connexion, mais vous vous fermez quand quelqu'un s'approche réellement. Vous voulez la paix, mais vous n'arrivez pas à vous reposer sans culpabilité. C'est comme si quelque chose en vous disait « pas encore, ce n'est pas encore suffisant ». Et alors un schéma silencieux apparaît. Vous accomplissez, mais vous ne profitez pas. Vous recevez, mais vous ne ressentez pas. Vous avancez, mais vous restez vide. Non pas parce qu'il manque quelque chose, mais parce que vous n'avez pas encore appris à accueillir ce qui est déjà arrivé. Parce que recevoir exige quelque chose que peu de gens ont développé, une permission intérieure. Se détendre, c'est exactement cela. C'est permettre au bien d'arriver sans culpabilité, sans penser que quelque chose de mauvais va suivre. C'est faire confiance au fait que vous n'avez pas besoin d'être en guerre pour vivre. C'est arrêter de vivre comme si quelque chose allait mal tourner à tout moment. C'est arrêter de se méfier de ce qui est léger. C'est arrêter de croire que la vie ne fonctionne que dans l'effort constant. Et cela n'a rien à voir avec devenir passif. Cela a à voir avec devenir disponible. Disponible pour écouter sans résistance, pour accepter sans se justifier, pour vivre sans avoir besoin de se protéger en permanence.